Bienvenue pour ce nouvel entretien de la revue Alternative Humanitaire. Je suis Boris Martin, son rédacteur en chef, et je reçois aujourd'hui Françoise Bouchet-Saulnier, spécialiste en droit international humanitaire, ancienne directrice juridique de Médecins sans frontières et désormais conseillère stratégique pour MSF International. Françoise Bouchet-Saulnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation qui coïncide avec la sortie de notre 23e numéro consacré au droit international humanitaire, le DIH, comme on l'appelle. Et pour mieux comprendre ce droit qui est complexe, qui est mal connu, qui est source de confusion, on va essayer d'y aller progressivement grâce à vous. Ma première question concerne l'histoire du DIH, qui est un droit finalement relativement récent. Donc, quand et comment est-il et qu'est-ce qu'il recouvre aujourd'hui? Alors, relativement récent, certes, dans sa codification conventionnelle, relativement ancien dans son esprit, qui était toujours de dire il faut mettre une limite à la destruction humaine. L'histoire de l'Iliade, de l'Odyssée, les penseurs chinois du IVe siècle ont toujours pensé l'activité destructrice qu'était la guerre dans un cadre où il disait il faut mettre des limites. Si on veut que la destruction ait une efficacité, il faut qu'elle soit contrôlée. Donc il faut la justifier et il faut l'encadrer. Donc ça, c'est la pensée fondamentale du droit humanitaire est très ancienne. Le droit humanitaire contemporain, il naît en Europe, et il est le produit des grandes guerres européennes du XVIIe, XVIIIe et XXe siècle. Et c'est vraiment confronté à cette capacité d'autodestruction terrible qu'étaient les grandes guerres européennes, avec notamment l'épopée napoléonienne, qui a conduit, Solferino. Voilà, y compris Solferino, qui a conduit à des guerres européennes majeures, qui ont fait tomber des empires européens, que la réflexion sur la codification de la conduite des hostilités a commencé à être faite. Alors elle se fait en deux temps, elle se fait dans le cadre des accords de paix. Chaque fois qu'on arrête la guerre, les États se disent bon, ça, ce truc-là, peut-être qu'on pourrait se l'éviter la prochaine fois, parce que ça n'a servi à rien, et puis en même temps, voilà, ça a créé des souffrances inutiles. Donc il y a tout un pan de droit de la guerre qui est codifié à La Haye, dans le cadre des accords de paix, en général entre États. Et puis il y a, à Genève, à partir de 1864, un travail de codification du droit humanitaire qui va être porté par une initiative privée qui est celle d'Henri Dunant et de la première ONG de l'histoire de l'action humanitaire dans les conflits, qui est la Croix-Rouge internationale, qui s'appelait Société de secours aux blessés de guerre, etc. Donc c'est vraiment ce mélange d'une lecture, j'allais dire, civile, des situations de conflit, mais d'une lecture à distance. On n'est pas dans la propagande où finalement il faut que l'intégralité d'un pays adhère à la cause d'un conflit et envoie massivement ces hommes aller se faire tuer. Là, il y a un visiteur qui passe sur le champ de bataille de Solferino et qui se dit est-ce bien nécessaire tout ça? Il ne conteste pas la guerre, sa légitimité. Ce n'est pas du tout son objectif, même s'il y a plein de penseurs qui vont contester la guerre ou qui vont vouloir réglementer ou imposer la paix par le droit. Là, il n'est pas dans cette approche-là. La guerre, c'est une réalité. C'est aux États de déterminer celles qui sont justes et celles qui ne sont pas justes. Par contre, il y a un questionnement qui se fait sur les moyens. Qu'est-ce qui sert vraiment et qu'est-ce qui pourrait être finalement encadré ou évité, épargné? Qu'est-ce qu'on pourrait s'épargner dans ces situations-là? Donc ça, c'est Henri Dunant, le retour de oui. Solferino. Voilà. Et ça, c'est la naissance de ce droit humanitaire un peu particulier, qui est celui qui est produit par, on va dire, l'impératif humanitaire. On a toujours deux choses qui fonctionnent ensemble, la nécessité militaire. Les États sont toujours persuadés que la guerre, c'est le dernier moyen, après, quand on a épuisé tous les autres. Okay, donc il y a la nécessité militaire qui doit être argumentée, qui est la responsabilité des États, mais il y a cet impératif humanitaire qui est amené par Henri Dunant qui dit bon ok, la bataille est finie à Solferino, il y a ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu, mais en fait tous les blessés et les malades, eux, ils ont perdu parce qu'ils sont en train d'agoniser sur le champ de bataille, parce qu'il n'y a rien qui a été pensé pour s'occuper d'eux une fois que la bataille est finie. Et c'est ce truc de se dire est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait
proposés qui n'impactent pas sur le déroulement du conflit, mais qui permettent de remettre le principe d'humanité en place. Et évidemment, pour aller ramasser les blessés et les malades des deux parties, parce que c'est un peu mélangé, eh bien, il faut à la fois une autorisation, mais il faut aussi une organisation qui soit neutre, parce que si on autorise l'une des parties seulement faire ça, on n'est pas sûr qu'elle produise pas des mauvais traitements sur les blessés de la partie adverse. Donc il va falloir se dire, on va les traiter pareil. On veut vraiment leur apporter des soins, on veut vraiment les collecter, déjà pour que les morts soient d'un côté et puis les blessés puissent être soignés, certains peuvent guérir. Mais en fait, on ne va pas faire de distinction entre eux en fonction de leurs uniformes. On va vraiment les traiter avec des considérations d'humanité, sans discrimination. Et pour faire ça, il faut prouver qu'on n'a pas d'intérêt, ni militaire, ni politique, dans ce conflit. On n'a pas pris position. Il n'y a pas ce qu'on aime et puis les mauvais, ce qu'on n'aime pas. La fameuse neutralité. La fameuse neutralité, mais c'est d'abord en fait une impartialité. On ne fera pas de distinction en fonction de est-ce que c'est mon ami, est-ce que c'est mon ennemi. Il est blessé, c'est le principe d'humanité qui prime, l'humanité qui s'oppose au principe de nécessité militaire, hein, donc c'est le principe d'impératif humanitaire, donc premier principe l'humanité. Deuxième principe, l'impartialité. Et pour donner la même chose et pour traiter de la même façon chacun, eh ben, il faut être extérieur au conflit. Et c'est là qu'arrive cette notion de neutralité. D'accord. Alors, je fais un grand saut, mais vous allez combler le trou, je dirais. Les premières conventions de Genève, enfin les conventions de Genève, elles datent de 1949. Entre, et ça vous allez nous en parler, mais entre la création du comité de secours, qui deviendra le comité international de la Croix-Rouge, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est très intéressant. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est très intéressant, je te demande de mettre ça dans un ordre chronologique. Parce que, notamment, je fais une digression, beaucoup de gens ont critiqué l'inefficacité du droit humanitaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas empêché la Shoah, ça n'a pas empêché toutes ces souffrances. Alors, et je rappelle toujours très bêtement que les conventions de Genève de 1949 n'existaient pas en 1935. Mais c'est assez important parce qu'il y a une partie très traumatique. Hein, l'Europe a une approche très traumatique du droit humanitaire. Donc ça, c'est le premier point. Avant 1949, avant cette codification, cette recodification générale, il existait ce que je disais avant, c'est-à-dire tout un tas de règles qui étaient dans les traités de paix, en général signés à La Haye. Et puis, il existait la première convention de Genève de 1864. Celle-ci, c'est Henri Dunant qui l'avait proposée aux États. Et elle s'adressait et elle réglementait la protection du sort des blessés et malades combattants sur le champ de bataille. Donc c'était la première convention qui s'occupait de la mission médicale en situation de guerre. Évidemment, elle se focalisait sur les combattants blessés, mais s'il y a des civils, et c'est toujours le débat aujourd'hui de qui est civil, qui est combattant, la question de la mission médicale, c'est la plus ancienne codification qui a été apportée par l'initiative privée. Les autres éléments tenaient plus sur comment, enfin dans les règles de La Haye, comment on gère les situations d'occupation militaire, et puis les échanges de prisonniers, et le traitement des prisonniers. Donc ça, il y avait déjà pas mal de bribes, sauf qu'on était dans un caractère bilatéral, c'était seulement entre les États qui avaient signé ça. Donc, par exemple, les Français et les Allemands, qui avaient eu beaucoup de guerres, avaient un système pour gérer leurs prisonniers de guerre mutuels. Mais si on se retrouvait en Abyssinie avec des Italiens, alors là, ça changeait tout, ça ne s'appliquait plus. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le traitement, par exemple, entre les Allemands et les Russes a été abominable parce qu'il n'existait aucune règle bilatérale. Donc, l'intérêt des conventions internationales de Genève en 1949. Mais donc la première approche humanitaire, c'est la mission médicale sur le champ de bataille, pour que les malades et les blessés, qui agonisaient sinon sur le champ de bataille, soient traités. Et ça supposait un travail juridique très important qui reposait sur plusieurs choses. D'abord, il fallait, ce qu'Henri Dunant a fait, basé sur sa pratique, parce qu'à Solferino, il avait essayé des trucs et il s'était très vite retrouvé dans l'impasse. Si je ramasse des gens, l'armée adverse vient tout de suite les ramasser et les prend. Donc, et puis, moi qui ai ramassé, ou les médecins qui ont ramassé ces gens-là, sont accusés de soutien à l'ennemi. Donc, il n'y a pas de naïveté, il suffit de l'avoir essayé de jouer à ça une fois, on a compris qu'il faut des règles. Donc, il a posé plusieurs règles et les États les ont acceptées, qui étaient de dire le blessé, le malade, il est hors de combat. Donc, il est neutre.
il est hors de combat. Et cette notion de hors de combat, c'est ce qui va permettre ensuite de protéger les civils, par extension, puisque le civil, il ne participe pas aux hostilités, donc il est hors de combat de façon permanente, par nature. Donc, neutralité du blessé et du malade sur le champ de bataille. Deuxièmement, donc, qui peut aller le soigner? Neutralité des personnes qui le soignent et des lieux où il est soigné. Ils ne peuvent pas être attaqués puisqu'ils sont neutres par contagion, puisque le blessé et le malade, les États ont décidé qu'il était neutre, puisqu'il était hors de combat. Mais il a fallu qu'ils le décident et qu'ils prennent cet engagement, parce que, objectivement, dès qu'il est guéri, il peut retourner. Donc, objectivement, ça pose un problème, cette neutralisation du blessé et les malades. Et il fallait cet accord juridique des États pour que la mission médicale devienne possible. Voilà. Donc, c'est ça le travail, j'allais dire, d'élaboration du droit humanitaire qui est fait par le Comité international de la Croix-Rouge. Les yeux grands ouverts sur les contraintes des États et sur la réalité pratique du secours, mais en train de se dire, bon, bah, est-ce qu'on peut fabriquer des consensus autour de cette notion de hors de combat, neutre, et droit au secours. Si les États ont dit les malades et les blessés seront soignés, bah alors la question d'après c'est qui va pouvoir les soigner, où, comment, et là toutes les règles de la protection de la mission médicale sont mises en place en 1864. C'est celles-ci qui seront ensuite redéveloppées avec toutes les autres règles en 1949 avec ces 4 conventions de Genève, dont seulement la dernière concerne la protection des civils. Mais par contre, les 4 qui concernent la protection des blessés et des malades combattants, les 2 premières, c'est la protection des blessés et des malades combattants. Donc il y a 2 conventions énormes, rien que pour eux. La 3e, c'est les prisonniers de guerre, donc là on n'est qu'avec les combattants. La 4e convention en 1949, c'est celle qui va être sur la protection des civils. Et là aussi, alors elle va mélanger celle-ci, la protection des blessés et malades, combattants mais civils aussi. Il y a 2 régimes, y compris pour le personnel de secours, mais ensuite ce sera harmonisé progressivement en 1977 avec 2 protocoles additionnels qui viennent encore rajouter à tout ça et qui simplifient, on va dire d'une certaine façon, pour les conflits internationaux, le protocole 1, et pour les conflits non internationaux, c'est-à-dire les guerres civiles et autres, c'est le protocole 2. Et ça, c'est la révolution parce qu'avant 1977, il n'existe aucune règle de droit humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux. Merci pour cet historique vraiment passionnant et avec cette distinction sur laquelle on reviendra très certainement, mais que vous avez introduite là, qui est entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Maintenant, on peut en venir peut-être aux principes, vous en avez déjà évoqué certains, mais qui structurent de manière peut-être plus opérationnelle le DIH. On peut déjà en évoquer 2. Dont vous avez parlé déjà, la notion d'acteur impartial et la notion de vulnérabilité. Comment ces 2 notions, elles interviennent dans l'application du DIH? Alors, le DIH, c'est un consensus, c'est d'abord des États qui s'engagent. Des États qui, en situation de conflit, s'appellent des parties au conflit. Il y a ceux qui sont partis au conflit, puis il y a les autres, ceux qui ne sont pas partis au conflit, neutres ou extérieurs, qui eux sont là pour garantir la pérennité du consensus juridique qui a été adopté sur les conflits. Donc ça c'est important, la première responsabilité, c'est les États. Et le principe c'est que les États doivent, en tant que partie au conflit, respecter les règles dans la conduite des hostilités et permettre le secours pour les non-combattants. Donc il y a 2 fonctions, il y a dans l'usage de la force, qu'est-ce que je dois faire, et dans le cadre de la protection des non-combattants, qu'est-ce que je dois faire aussi. Et là c'est faire ou laisser faire. Et des fois, c'est faire et laisser faire. Et c'est là qu'intervient notamment l'article 3 commun, mais tout un tas d'autres dispositions qui disent que les États, d'abord qui disent que les victimes ont un droit au secours et que ce secours, il peut être mis en œuvre par des organisations humanitaires impartiales telles que le Comité international de la Croix-Rouge. Pourquoi, dans le droit international humanitaire, on voit apparaître cet acteur nouveau, parce que là on parle de 1949, les ONG et la société civile ne sont pas des acteurs majeurs à cette époque de la gestion des relations internationales. Pourquoi ça intervient? Parce que, en situation de conflit, l'État n'est plus tout puissant. Donc le droit humanitaire, il intègre le fait que l'État n'est plus tout puissant puisqu'il a forcément perdu sa souveraineté, enfin l'exercice le contrôle effectif
de son pouvoir sur une partie de son territoire et ou une partie de sa population. Et il exerce un contrôle effectif sur une partie du territoire et une partie de la population qui n'est pas la sienne, qui est celle de l'ennemi. Donc il y a dans le droit humanitaire cette disjonction entre la souveraineté, qui est le principe habituel du temps de paix, et la responsabilité en tant que partie au conflit sur des territoires et des populations qui ne sont plus les vôtres. Et c'est pour ça que le droit humanitaire donne une responsabilité spécifique aux organisations humanitaires impartiales, parce qu'elles sont responsables, comme les puissances protectrices, d'intervenir quand il y a un contrôle d'une puissance ennemie sur une population, un territoire qui n'est pas le sien. On a forcément là une situation dangereuse, parce qu'on est hors du cadre habituel, et donc le rôle des organisations humanitaires, il est de vérifier la situation des populations, notamment le ravitaillement. Est-ce qu'elles sont soumises à des conditions de vie qui permettent leur survie? Est-ce qu'elles sont privées des biens essentiels à leur survie? Ça, c'est pour les populations en général. Et si oui, les opérations de secours doivent être autorisées. Donc la question du consentement de l'État ne se pose pas, c'est une obligation. Il doit consentir au secours. Ou bien il les fait lui-même, effectivement, ces secours, mais il faut qu'il y ait un œil neutre, tiers, impartial et humanitaire par profession, et pas politique ou militaire par nature, qui aille vérifier l'existence des besoins, le niveau de vulnérabilité, et qui aille potentiellement garantir que ces secours atteignent bien les personnes concernées. Parce que le droit humanitaire oblige aussi, comme il impose aux États d'autoriser les secours, ces secours ne doivent aller qu'aux non-combattants. Qui est capable de garantir, de donner sa parole que ça va bien aux populations vulnérables? Il faut être une organisation humanitaire impartiale pour pouvoir donner sa parole que le secours est mis en œuvre par rapport à l'impartialité, c'est-à-dire qu'on donne et qu'on contrôle que le secours est donné aux plus vulnérables en fonction de leurs besoins et pas aux plus forts en fonction de nos intérêts politiques et militaires. Alors là, est-ce que justement la question d'impartialité, elle n'exclut pas d'office les États dans la question de l'aide humanitaire? Bien sûr qu'elle exclut les États. Les États ne sont ni neutres ni impartiaux. On a des débats régulièrement autour de l'ONU. Les agences humanitaires de l'ONU peuvent-elles être neutres? Peuvent-elles être impartiales? C'est un débat un peu permanent. Il n'est pas totalement vain parce que dans le cadre des conventions de Genève, il y a un autre concept que l'organisation humanitaire impartiale qu'on appelle la puissance protectrice, qui est donc une forme étatique mais neutre, c'est-à-dire indépendante du conflit. Et l'ONU, en pratique, remplit très souvent, de facto, le rôle de ce que le droit humanitaire attribue aux puissances protectrices. Mais on ne peut pas considérer que c'est une organisation humanitaire impartiale, puisque par définition, l'ONU n'est pas humanitaire. C'est une organisation internationale et la première évidence de ce statut international, c'est que dans les conflits armés non internationaux, l'ONU ne peut pas discuter avec la partie non étatique, parce que c'est une violation de la souveraineté et de sa charte. Donc il y a, alors dans les conflits internationaux entre deux États, l'ONU n'a pas ce handicap, mais dans tous les conflits non étatiques, la difficulté pour l'ONU en tant qu'organisation d'État d'aller discuter avec un acteur infra-étatique qui menace la souveraineté d'un de ses membres, c'est une opposition juridico-politique fondamentale. On ne juge pas des intentions, on juge d'un cadre politico-juridique qui interdit à l'ONU d'agir d'une manière qui porterait préjudice à l'un de ses États membres. Je soulevais cette question de l'intervention humanitaire en pensant au Maroc. C'est une catastrophe naturelle qui est survenue au Maroc, un tremblement de terre, mais d'une certaine manière, très récemment, ça a réactivé cette interrogation sur comment sont déclenchées les interventions humanitaires et un État peut-il accepter, refuser, enfin, quelle est cette marge de manœuvre et la dimension politique de l'accord ou non pour certains États d'intervenir dans un pays? Alors c'est très intéressant et en même temps ça nous oblige justement à rentrer à l'intérieur du terme humanitaire. On a eu tendance à mettre l'intégralité des actions bénévoles
de secours à l'intérieur du terme humanitaire, le droit humanitaire n'encadre que les activités de secours dans les situations de conflit armé. C'est un autre cadre de droit international qui s'applique en situation de paix. Et la situation face aux catastrophes naturelles relève des principes directeurs de l'action humanitaire adoptés par les Nations Unies qui n'a pas de raison de repousser la souveraineté nationale. On a des problèmes quand il y a des catastrophes naturelles en situation de conflit. On se souvient du tsunami et de l'Indonésie, etc. Mais en situation, en dehors d'une situation de conflit armé, il ne faut pas vouloir tirer les règles du droit de la guerre dans une situation de paix. Ça, c'est vraiment important. C'est bien la responsabilité de l'État affecté de décider comment il organise les secours. On part bien sûr du principe qu'il agira dans l'intérêt de sa population parce que c'est la définition d'un État. Le droit de réguler les secours, c'est aussi nécessaire à l'efficacité des secours. On l'a vu pour le tremblement de terre en Haïti, il y a un moment où le déferlement d'une aide la rend finalement inefficace puisque les aéroports sont embolisés, etc. Donc, il y a bien une responsabilité et cette responsabilité, elle est politique. Là où on peut effectivement questionner, c'est est-ce que les autorités nationales agissent dans l'intérêt uniquement de leur population ou en profitent pour eux-mêmes mettre en place une diplomatie humanitaire en attachant l'enjeu des secours à d'autres objectifs, d'autres gains sur d'autres sujets politico-militaires comme le Sahara occidental. Est-ce qu'on est dans une diplomatie qui va utiliser l'humanitaire comme une arme pour donner des bons points, punir ou créer des alliances diplomatiques plus larges? Ça, c'est une vraie question, mais on ne doit pas la mélanger avec le droit humanitaire, on ne doit pas la mélanger avec ce fameux droit d'ingérence qui n'appartient pas d'abord aux États. Seules les organisations humanitaires impartiales en situation de conflit peuvent proposer leur secours sans que ça puisse être considéré comme une ingérence dans la souveraineté nationale. Mais toutes les relations d'État à État, bien sûr, entraînent des enjeux de souveraineté et d'ingérence. Alors, le lien est parfait entre l'illustration très récente par la catastrophe naturelle au Maroc et, pour revenir dans un contexte de conflit, je voudrais aborder maintenant la question de la guerre en Ukraine, qui a réactivé depuis plus d'un an maintenant l'idée que ce DIH serait en perte de vitesse, qu'il y aurait une érosion de ce droit. Pour ceux qui suivent un petit peu en tout cas l'actualité du conflit, très rapidement le président Zelensky a vivement critiqué le CICR en l'accusant de ne pas tout faire pour faire ce qui est une des fonctions du CICR, c'est-à-dire visiter les prisonniers. Que pensez-vous de ces attaques récurrentes contre le DIH? Est-ce que c'est le droit lui-même, d'une certaine manière, qu'on doit incriminer, trop puissant, trop faible? Est-ce que ce sont les États impliqués? Pourquoi pas les Nations Unies? C'est un très très vaste sujet. Chaque fois qu'on attaque le droit, il faut se demander effectivement qu'est-ce qu'on propose. Parce que le droit, en fait, le droit, c'est une alternative à la force. Donc, attaquer le droit, c'est toujours dangereux. Et le droit, en général, le droit humanitaire, est attaqué sur deux registres. Son inefficacité, au sens où il serait obsolète. Les conflits actuels ne sont plus les conflits de 1949 et donc le droit actuel ne sert plus à rien puisque le monde a changé. Premier registre, l'obsolescence du droit humanitaire. Deuxième registre, il ne sert à rien parce qu'il n'est pas respecté. On voit bien que ces deux registres de critiques dans lesquels il faut rentrer d'abord pour se demander qui les produit et dans quelle intention. Donc les États ne sont pas les auteurs, ils sont les signataires du droit humanitaire. Ils ont aussi un intérêt à se passer du droit, à s'affranchir du droit, à avoir les mains libres. Et donc la critique fait partie, selon moi, naturellement de la communication politique ou de la propagande militaire dans toutes les situations. Donc ça, c'est un premier point, il faut quand même garder la tête froide autour de ça. Maintenant, c'est très intéressant quand on prend le cas de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une critique du droit, on a une critique de l'acteur qui est censé défendre et mettre en œuvre le droit. Le président Zelensky critique finalement la défaillance du CICR dans sa mise en œuvre du droit humanitaire. Donc là, ce n'est pas la pertinence du droit qui est mise en cause, c'est
c'est même pas non plus sa mise en œuvre, c'est l'absence de dénonciation de sa violation. Donc là, on est quelque part dans une double reconnaissance de la pertinence du droit et du fait que quand il n'est pas appliqué ou quand il est violé, c'est très grave. Donc je pense qu'il faut d'abord entendre cet élément-là. Maintenant, on regarde, et c'est vrai que personne ne critique le fait que dans une situation de conflit comme la situation entre la Russie et l'Ukraine, la pertinence des règles sur la détention des prisonniers de guerre, la visite des prisonniers de guerre, le traitement des prisonniers de guerre, l'échange des prisonniers de guerre, c'est fondamental. La gestion des disparus, on a vu aussi la déportation potentielle dans leur intérêt ou forcée d'enfants. Tout ça, ce sont des règles qui sont écrites dans le droit humanitaire. Elles ne sont pas tombées du chapeau, c'est parce qu'elles étaient fondamentales qu'elles ont été écrites. Donc leur pertinence, elle est totale. Elle est totale. Maintenant, comment et pourquoi c'est respecté ou c'est pas respecté? Est-ce que le droit humanitaire est plus ou moins respecté qu'avant? C'est bien sûr toujours la question du respect, et respect par qui? Donc là, il faut rester aussi un peu modeste. On est dans un conflit qui oppose deux États, dont l'un est membre permanent du Conseil de sécurité, avec l'arme atomique. Et il utilise depuis le début la menace de la dissuasion nucléaire. Donc il y a un élément qui se situe un tout petit peu à la marge, j'allais dire, du droit humanitaire, c'est justement cette menace nucléaire qui est brandie par l'un des acteurs. Bien sûr que la question de la visite des prisonniers de guerre est fondamentale, mais le droit humanitaire, il est remis en question par la puissance russe à un niveau encore plus haut qui échappe pratiquement au droit humanitaire parce que le droit humanitaire n'a pas réglementé l'arme nucléaire, parce qu'en 1949, les États ne veulent pas l'intégrer, et qu'ensuite, en 1977, c'est intégré dans les protocoles, mais les États-Unis, enfin les puissances nucléaires, ne ratifient pas les protocoles additionnels de 1977, dont le premier dit bien que les armes de destruction massive sont interdites. Or, la bombe nucléaire est une arme de destruction massive. Donc c'est ça, le vrai défi que fait peser la Russie sur le droit humanitaire au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est la menace nucléaire. Alors, le CICR, oui, et c'est très bien de reconnaître qu'un acteur humanitaire fondamental comme le CICR, il est en dessous de l'effectivité de son mandat. Il devrait dire le droit fortement et dénoncer les violations. Oui, il devrait le faire. Maintenant, on est face à cette question de la doctrine du CICR vis-à-vis de ça. Le CICR n'est pas responsable de tout. Hein. Il y a de la diplomatie humanitaire, elle se fait de toutes parts. Et le CICR est dans une mise en œuvre du droit humanitaire, qui est aussi celle de Médecins sans frontières et des organisations humanitaires, qui n'est pas la dénonciation, qui est l'action d'abord. Parce que pour que le droit humanitaire soit appliqué, il faut qu'il y ait des gens qui aillent sur le terrain dire « Eh bien voilà, je vous demande l'autorisation de faire ça » ou « Je dois faire ça parce que c'est écrit dans le droit humanitaire » et donc on discute des modalités, non pas du principe, mais des conditions. On ne traverse pas des lignes de front sans autorisation, même si le principe est acquis, il faut discuter des modalités pour ne pas se faire tirer dessus. On ne rentre pas dans un lieu de détention sans autorisation, sinon on n'en sort pas. Voilà. Donc c'est les modalités et non pas le principe qui est en cause. Et certes, le CICR, l'Ukraine accuse le CICR de ne pas avoir assez condamné, mais l'enjeu n'est pas seulement celui de la réciprocité, parce que c'est pas ça la question. La question, c'est celui des moyens, la part de la dénonciation publique par rapport à la négociation. Et les rôles doivent être répartis. Celui qui est dans l'action doit être dans la négociation. Celui qui est dans la dénonciation, il se place dans l'optique à ce moment-là de la sanction. Hein. Alors la sanction par l'opinion publique ou la sanction par les tribunaux internationaux. Mais aujourd'hui, on a la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, deux instances internationales saisies de la situation en Ukraine. Donc il n'y a pas forcément besoin du CICR pour condamner un certain nombre de choses. Donc sur la condamnation, on va dire judiciaire. Sur la condamnation publique, là on est sur un élément qui pour MSF a longtemps été un lieu d'achoppement avec le CICR, parce qu'MSF considérait que la dénonciation publique était un outil de la négociation humanitaire. Si on ne met aucune pression, y compris publique, d'abord on ne réaffirme pas ce qui est la règle, ce qui est normal, et on ne permet pas de mettre l'autre face à ses responsabilités, d'accepter ou de refuser. C'est-à-dire que la prise de parole publique dans MSF, c'était quelque part
repasser le micro à l'autre pour dire ben, pourquoi il ne veut pas. Le CICR a une doctrine qui était celle de la confidentialité, qui a évolué pour dire les violations et dénoncer des violations du droit humanitaire, ce n'est pas une rupture de la neutralité. Ce n'est pas l'équivalent de la confidentialité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus en principe problématique. Maintenant, la question, c'est celle de l'opportunité. À quel moment on met dans le domaine public un certain nombre d'éléments et dans quelle mesure, au début d'un conflit, dans les 6 premiers mois, on essaye de ne pas rompre le contact avec les deux parties pour obtenir des gains concrets sur le terrain. C'est dans ce dilemme que se situe le CICR, même si, bien sûr, qu'il peut être critiqué, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a un dilemme de l'action qui est celui de fabriquer de la négociation, parce que la condamnation, elle s'épuise toute seule. Une fois qu'on a condamné, on a aussi, quelque part, rompu les ponts. L'autre élément que je veux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, en matière de condamnation, la communauté internationale, elle n'est pas suréquipée, mais elle est très, très équipée. Les condamnations, ça tombe en permanence sans finalement grande efficacité. Au niveau des tribunaux internationaux, au niveau des commissions d'enquête des Nations Unies, aujourd'hui, les commissions d'enquête des Nations Unies jouent le rôle que les ONG jouaient dans les années 90. On a des faits qui sont établis, c'est d'ailleurs été le cas lors de la guerre en Syrie aussi, parce qu'on parle de la guerre en Syrie, les crimes ont été documentés par les Nations Unies. Donc la dénonciation, elle a aussi sa propre limite. Donc il ne faut pas penser que la parole est toute puissante et il ne faut pas penser que le silence est impuissance. Vous parliez justement de l'impératif d'action, il y a aussi les freins à l'action je voulais revenir sur ce constat que depuis 2001, donc les attentats aux États-Unis, mais à vrai dire bien avant, vous allez nous l'expliquer, le DIH est en quelque sorte parasité par les législations antiterroristes qui ont été adoptées par la plupart des États du globe, le tout en application donc de la guerre contre le terrorisme. Vous avez vous-même parlé de monstres juridiques, vous avez parlé dans un article de rapport inégal entre le DIH et le droit antiterroriste. En quoi toutes ces législations antiterroristes parasitent l'application du DIH, d'une part, mais aussi l'action très concrète des organisations humanitaires? Alors, en une phrase, c'est le changement de paradigme. Celui qui était l'ennemi devient un criminel. Le droit humanitaire, il est fait sur le constat qu'on se bat, donc on est ennemi. Il n'y a pas de problème. L'enjeu n'est pas de savoir s'il y a des bons et des méchants. Dans les ennemis, il y en a qui sont armés et il y en a qui sont vulnérables. La question, c'est que le secours doit arriver aux vulnérables des deux côtés. Et pour ça, il ne faut pas prendre parti pour un ennemi ou contre l'autre. Voilà. Donc c'est vraiment ce système-là. Quand on passe dans la logique et dans le logiciel antiterroriste, on n'est plus dans le droit international humanitaire, c'est-à-dire on n'est plus dans le droit de la guerre, qui est un droit international spécifique, on est dans le droit pénal. Dans le droit pénal international et dans le droit pénal national. C'est deux registres complètement différents. Et dans le droit pénal international national, le terroriste, ou disons le combattant non étatique dans un conflit armé non international, est qualifié par son propre État comme un terroriste, pas comme un ennemi au sens du DIH. Le terroriste, donc le criminel, ce statut-là va entraîner le fait que tout secours, tout contact, toute discussion, tout lien avec cette partie qui a été décrétée comme criminelle, terroriste étant un statut encore dérogatoire du droit pénal, mais c'est un criminel, eh bien tous ceux qui rentrent en contact avec eux sont complices et coupables d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Voilà. Ça, c'est la qualification française. Mais on la trouve dans toutes les législations du monde, puisque cette définition du terrorisme et cet impératif de lutter contre le terrorisme, qui est effectivement un fléau, ça a été décidé au niveau international, mais chaque État décide qui est son terroriste. Et voilà, et le terroriste de l'un est le combattant de la liberté de l'autre. Donc, comme l'application se fait au niveau de chaque État, si on prend le cas de la guerre en Syrie, était ubuesque, absurde.
juridiquement, c'était un drame humain, mais parce que les terroristes étaient différents selon chacune des parties. Pour les Européens, pour les Turcs, pour les Syriens, pour les Russes, ce n'étaient pas les mêmes terroristes. Donc l'action humanitaire est totalement asphyxiée dans un système où, quelle que soit l'action qui est prise en œuvre, elle est mise en danger, c'est-à-dire qu'elle n'est plus légitime, ce qui était juste devient criminel. Donc on est coupable par association, complice par association. Et que ce soit dans une discussion de sécurité, que ce soit pour une action, que ce soit pour des livraisons, mais même que ce soit pour du soin. Parce que le soin, il y a un certain nombre de tribunaux qui ont considéré que soigner un terroriste, c'était le soutenir, c'est du soutien matériel. Alors il y a le financement, le soutien matériel, la complicité, il y a une variété d'infractions dans lesquelles on tombe tout le temps. Et s'il y a une instrumentalisation politique, évidemment notre action, elle est totalement paralysée, et on est facilement inculpable, arrêtable. C'est plus compliqué d'arriver à un jugement qui nous condamne, mais le nombre de fois où on est accusé par des autorités, il est légion. Et quand on est accusé, on est facilement victime d'attaques. On finit plus facilement mort sur le champ de bataille que devant un juge. Voilà. Et c'est ça la guerre contre le terrorisme, c'est ce mélange de méthodes de guerre appliquées à une qualification pénale qui a été généralisée au niveau mondial. Et vous avez raison de dire, ce n'est pas les Américains qui l'ont inventé. Eux, ils ont généralisé ce concept, mais les Russes, pendant la guerre en Tchétchénie, avaient considéré les Tchétchènes comme terroristes. Le président Poutine avait dit « j'irai les buter jusque dans les chiottes », ce qui voulait bien dire, en principe, dans les chiottes, on n'est pas combattant, on est dans sa vie privée, et le civil n'a pas le droit d'être tué, à part lors et pendant la durée de sa participation directe aux hostilités. À la maison, le soir, aux toilettes, c'est plus de la participation directe aux hostilités. Mais cette logique qui avait été lancée par la guerre en Tchétchénie, elle a été reprise par le président Bush, qui avait regardé Poutine dans les yeux, rappelons-le, et qui avait vu son âme. Elle a été reprise, et elle a été reprise par la planète entière parce que c'est tellement pratique. C'est un cadre parfait. Donc il a fallu, et c'est vrai que ce cadre fait disparaître, c'est-à-dire qu'il se superpose, mais il fait totalement disparaître les règles du droit de la guerre, mais surtout tout le droit au secours, qui devient soutien matériel à une activité criminelle. Donc tout ça, ça disparaît. Et y compris jusqu'à dire que les populations qui restent, ou qui sont dans des territoires contrôlés par des terroristes, si elles y restent, c'est parce qu'elles sont sympathisantes. Donc elles-mêmes deviennent complices, dès lors qu'elles n'auraient pas fui au bout de 6 mois. C'était le cas dans les zones contrôlées par Boko Haram au Nigeria, par exemple. Donc c'est vraiment une disparition totale. Le civil n'existe plus non plus. L'humanitaire n'existe plus. Voilà. Donc il a fallu remonter pour arriver à dire au secours. Vous avez peut-être essayé de résoudre un problème, d'ailleurs qui n'est toujours pas résolu, parce que le terrorisme a flambé sur toute la planète après ça. Donc votre méthode ne marche pas, et surtout son dommage collatéral majeur, c'est nous. Les attaques contre les hôpitaux, ce n'est pas des accidents, c'est le sous-produit d'une doctrine folle et d'une doctrine juridique monstrueuse, c'est-à-dire qu'en fait, que vous n'arrivez plus à contrôler. C'est pour ça que je disais qu'on a créé un monstre juridique, c'est-à-dire que plus personne n'a les clés de ce système-là. Donc on a demandé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de réaffirmer, parce qu'après tout c'est eux qui avaient validé que les États de façon opportuniste trouvent un intérêt à qualifier leurs adversaires militaires de terroristes, c'est une chose, mais qu'au niveau du Conseil de sécurité, cette complicité-là soit arrêtée. On l'avait commencé au moment de la résolution 2286 sur la protection de la mission médicale, donc on avait posé ce diagnostic-là. C'est pas pour rien que nos hôpitaux sont bombardés par des États membres permanents du Conseil de sécurité. Et on a demandé que le Conseil de sécurité affirme que dans les situations antiterroristes, les États, les mesures antiterroristes n'impactent pas l'action humanitaire, enfin l'action exclusivement humanitaire, conduite par des organisations humanitaires impartiales conformément au droit humanitaire. Donc ça, on a mis du temps. En 2019, on l'a obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, depuis, on le développe, on le tire dans des résolutions ultérieures, y compris celles relatives aux sanctions. On pourrait vraiment continuer des heures, notamment sur cette rhétorique, qui n'est pas qu'une rhétorique, c'est la réalité de la lutte antiterroriste. Et je voudrais terminer
parce que c'est sans doute pas sans lien, mais ça permet peut-être de globaliser un petit peu plus la question. Vous dites vous-même que le DIH déroge par nature et par nécessité à la notion de souveraineté étatique. C'est même sa force dès le départ. Mais est-ce que les difficultés du DIH aujourd'hui, concurrencées notamment par les lois antiterroristes, est-ce qu'elles ne sont pas dues, ces difficultés, à la montée des souverainismes que l'on observe et qui font que de plus en plus d'États refusent l'aide humanitaire, suspectent les humanitaires, même les populations, comme vous le disiez, qui restent dans les pays, etc. Alors, la question, j'en ai parlé brièvement juste avant, la question du lien entre la souveraineté et le droit humanitaire, je pense qu'il faut toujours le garder présent à l'esprit. Le piège pour les humanitaires, c'est de parler d'un humanitaire global. On n'aime jamais faire la différence, mais si on ne distingue pas l'humanitaire en situation de conflit armé non international inclus, et l'action humanitaire dans les situations de catastrophe naturelle, on est nous-mêmes coupables de cette confusion. Premier point. Il n'y a que dans les situations de conflit, pour des raisons de forte légitimité, l'État, ce n'est plus la souveraineté qui est le guide de la responsabilité étatique. Ce qui va devenir le guide de la responsabilité étatique en situation de conflit, c'est la notion de contrôle effectif. Contrôle effectif sur le territoire et une population. Souvenons-nous que sur Guantanamo, la responsabilité américaine a été obtenue en sortant de la notion de souveraineté pour imposer la notion de contrôle effectif. Voilà. Donc ça, c'est aussi une notion qui est de plus en plus utilisée dans le cadre des droits de l'homme. Donc, souveraineté versus contrôle effectif, c'est le vrai élément qui encadre la spécificité des situations de guerre, quand même. Et l'obligation d'accepter les secours, c'est une limitation de la souveraineté. Donc ce principe du consentement au secours, il ne s'applique pas en situation de conflit. Ce sont les modalités qu'on discute. On peut contester l'impartialité d'une organisation, on peut contester l'existence des besoins, et on ne peut pas refuser le secours. C'est le cadre lui-même du consentement a été posé. J'ai écrit d'ailleurs un article qui disait que le consentement, il était guidé non pas par la souveraineté, mais par l'effectivité du contrôle. Et c'était à l'occasion de la guerre en Syrie où ce débat a eu lieu. Il n'a pas été suffisamment soutenu, notamment par les ONG, qui étaient dans une forme d'alignement politique, on va dire, entre les bons, les méchants, etc., qui est dangereuse. Les ONG ne doivent pas faire de politique, mais souvent elles font de l'humanitaire et de la politique sous prétexte de faire de la diplomatie humanitaire, alors qu'elles devraient quand même faire de l'humanitaire et du droit humanitaire pour faire de la bonne diplomatie humanitaire. Mais ça, c'est un point. L'autre élément qui fait que donc cette souveraineté des États, qui est une revendication plus que légitime, parce que souvenons-nous que l'histoire des relations interétatiques, c'est l'histoire d'abus d'États forts sur des États faibles, de l'époque coloniale, à l'époque des empires, à la décolonisation, et à la période actuelle, où on voit des États acheter des votes, faire pression sur d'autres pour constituer des consensus internationaux, des majorités dans les enceintes internationales. Donc, bien sûr que cet article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui dit que la souveraineté des États, c'est la règle d'égalité entre les États puissants et les États faibles, elle est importante. Et je pense que quand le roi du Maroc veut dire « je suis responsable de mon pays », c'est bien d'être responsable. Il faut l'être jusqu'au bout et s'assurer qu'on ne mélange pas les agendas. Et ça, c'est la responsabilité politique. Si on déresponsabilise, on n'arrive jamais à de la responsabilité. Donc c'est important de ne pas déresponsabiliser au niveau humanitaire, mais que toujours l'action humanitaire responsabilise les responsables politiques. Là où la situation actuelle, elle est le signe d'une autre remontée de la souveraineté, c'est plutôt, pour moi, enfin c'est d'abord effectivement ce fait que les États, la fin du multilatéralisme, qui est une réalité, fait que les États savent qu'ils peuvent tout se permettre, parce qu'aujourd'hui on est dans une forme de vacances des cadres et du pouvoir, un peu comme à la fin de la guerre froide. Les cartes sont rebattues et les États essayent de prendre tous les avantages possibles tout de suite. Alors évidemment, ils poussent en plus des doctrines qui favorisent ces éléments-là. Donc on est sur une construction du chaos, d'un chaos souverainiste, qui renvoie d'ailleurs au chaos que le monde avait connu au XIXe siècle, qui est les États tout seuls, ça fabrique la guerre.
Donc on est dans un chaos souverainiste aujourd'hui qui remet en cause la légitimité du multilatéralisme. Et c'est la légitimité de l'ONU qui est remise en cause par tout le monde. Elle est impuissante, l'ONU, puisque les États se reconstituent en bloc. Et ces BRICS, qui à une époque s'opposaient à une autre logique, là aujourd'hui, c'est une logique totalement atomisée dans laquelle chacun fait ce qu'il veut chez lui, avec la certitude que les autres n'ont plus non seulement les moyens, mais éventuellement la légitimité de le critiquer. Et la seule issue de cette situation-là, c'est de rester sur des éléments de légitimité, parce qu'en face, il n'y a que la force. Merci beaucoup, Françoise Bouchet-Saulnier. On a fait une sorte de boucle, là, on termine. Oui. Vous nous dites que finalement, la situation actuelle pourrait presque nous renvoyer à la fin du 19e, peut-être en tout cas à la fin de la guerre froide. Merci beaucoup pour ces éclairages sur le droit international humanitaire qui nous ont vraiment appris beaucoup. Mon plaisir. Merci. Ça a été chèrement acquis avec toutes mes années d'expérience sur le terrain. Merci. Merci.